Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve déjà dans un décor un petit peu nouveau parce qu'on est à l'hôtel à Zurich, non pas pour les vacances, pour le plaisir, mais pour le travail. Je suis en formation ici, donc oui, il y a un décor, un nouveau décor toutes les semaines dans mes vidéos. Je suis désolé pour ceux qui aimeraient un décor un petit peu plus stable, mais je bouge tellement que c'est très compliqué. On n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler du fait que je vais gagner 5 700 € ce mois-ci. On est là pour parler des investissements, on est là pour parler finance, bourse, investissement. Et aujourd'hui, on est là pour l'analyse de Capgemini. Capgemini, c'est une action que je considère comme étant à dividende pour PEA. Alors, ça n'est pas parce que c'est une action à dividende qu'elle n'a pas de croissance, elle a une très forte croissance sur les 10 dernières années. Je vais donc te détailler tous ces indicateurs, tous ces chiffres dans cette vidéo. On va commencer par une petite présentation de l'entreprise. Capgemini, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une société française spécialisée dans le conseil, les services technologiques et la transformation numérique. Elle opère à travers 4 segments: les services d'application, les services de la technologie et d'ingénierie, les services de conseil aux autres services gérés et les services applicatifs qui conçoivent et développent des solutions technologiques qui aident les clients à optimiser leurs applications, entre autres. Donc on voit que c'est une entreprise technologique, enfin plutôt spécialisée dans le conseil, mais sur les secteurs technologiques, comme les applications, la technologie, l'ingénierie et d'autres services de ce type. Toujours sur des clients à aider sur des secteurs technologiques, donc des secteurs où on a un potentiel de croissance assez élevé. Et ça m'intéresse parce que voilà, c'est bien de lire la description, mais il faut l'interpréter. Les services de technologie et d'ingénierie assistent et soutiennent les équipes internes de technologie de l'information et d'ingénierie au sein des entreprises clientes. Le conseil se concentre sur la stratégie, la technologie, la science des données et la conception créative pour aider les clients à créer de nouveaux modèles et de nouveaux produits et services au sein de l'économie numérique. Les autres services gérés intègrent, gèrent et ou développent les systèmes d'infrastructure informatique des clients, entre autres. Donc voilà, on voit qu'en gros, c'est sur le secteur de la technologie et de l'informatique. Il y a donc une volatilité un petit peu plus élevée que sur des secteurs comme la santé ou l'immobilier, mais sur le long terme, des performances plus intéressantes. Et on va le voir que ce type d'entreprise permet d'avoir une assez forte croissance sur le cours de l'action et une augmentation du dividende assez rapide, étant donné que c'est corrélé avec l'augmentation du chiffre d'affaires et du résultat net. On attaque tout de suite avec les chiffres. Au niveau de l'augmentation du chiffre d'affaires sur les 4 dernières années, on a en moyenne 7% par an d'augmentation, 10% par an d'augmentation du chiffre d'affaires et 10% par an d'augmentation du résultat net. Donc sur les 4 dernières années, 10% par an, avec les intérêts composés, on arrive à du 45-50%, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires et le résultat net ont augmenté de moitié par rapport à il y a 4 ans. Donc voilà, plus qu'augmenté de moitié sur les 5 dernières années, on va dire, pour faire simple, pour grossir un petit peu les traits. Donc c'est très intéressant, ça montre qu'on a une belle croissance et que sur 10 ans, si ça continue comme ça, l'entreprise va largement plus que doubler son chiffre d'affaires et son résultat net, ce qui fait que le cours de l'action peut en conséquence doubler, voire même en général il va encore plus que doubler, parce que plus l'entreprise grossit, plus le PER devient élevé, parce que la sécurité d'investir dans une entreprise assez conséquente est plus élevée, donc le PER peut se permettre d'être un petit peu plus haut, comme on peut voir sur LVMH, sur L'Oréal ou d'autres entreprises de ce secteur. Donc sur Capgemini, plus l'entreprise grossit, plus le PER va pouvoir être élevé, parce que plus les investisseurs vont y voir de la sécurité. Donc si le chiffre d'affaires et le résultat net font x2 sur les 10 prochaines années, le cours de l'action va faire plus que x2 encore sur les 10 prochaines années. Je parie même sur un x3 minimum, étant donné les performances qu'on a eues sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est pour le chiffre d'affaires et le résultat net. Ensuite, on a la marge nette de l'entreprise. La marge nette de Capgemini est de 6%. 6% de marge nette, ça n'est pas énorme sur le secteur de la technologie. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus là-dessus. On a des entreprises qui font beaucoup plus. Après, ça n'est pas un mauvais indicateur, ça n'est pas gênant. Ça peut montrer une politique de l'entreprise qui est de garder des prix relativement bas et de ne pas se gaver sur les marges pour simplement réinvestir. Même si les prix sont hauts, admettons, et qu'ils n'ont que 6% de marge nette, admettons qu'ils fassent 30% de marge brute et 6% de marge nette,
Ça peut vouloir dire que l'argent est mal géré, mais ça peut également vouloir dire qu'ils réinvestissent une grosse, une grosse partie des bénéfices en recherche et développement. Et donc ça aide à faire croître l'entreprise et on va le voir avec la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années. C'est ce qu'ils ont dû faire étant donné qu'on a eu une très forte croissance. Au niveau du ROE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres. Donc le retour sur investissement du cash en fait qu'ils ont en réserve. Chez Capgemini, on a un ROE de 16%, ce qui est assez élevé. Ça veut dire que toi, quand tu mets ton argent sur ton livret A, tu as 2%, 3% de rendement. Eux, ils ont en moyenne 16%. En tout cas, ils arrivent à générer 16% avec l'argent qu'ils ont en réserve. Ensuite, on a le ROA, c'est le retour sur investissement des actifs. Donc l'immobilier, etc., tout ce que les locaux, le matériel que détient l'entreprise. Et là, ils ont un ROA de 5%, ce qui n'est ce qui est dans la moyenne, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est pas trop bas non plus. Ça veut dire que les actifs ne sont pas exagérément élevés. Et à la fois, ça veut dire qu'ils n'ont pas un retour sur investissement des actifs énorme, dans le sens où sur une entreprise technologique, c'est pas les actifs qui génèrent de l'argent, mais c'est pas vraiment comme ça que c'est calculé. En fait, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise sur la quantité, sur la valeur des actifs qu'ils détiennent. Admettons qu'ils réalisent 100 milliards de chiffre d'affaires par an et qu'ils aient pour 10 milliards d'actifs, ils ont un retour sur investissement des actifs de 10%. Voilà donc le calcul. Ensuite, on a le total des actifs en milliards d'euros, parce que c'est bien de parler du retour sur investissement des actifs, mais si on ne sait pas combien ils détiennent d'actifs, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, Capgemini détient 23 milliards d'euros d'actifs, ce qui n'est pas énorme par rapport aux autres entreprises que j'ai dans mon portefeuille. On en a comme LVMH qui vont être à 117 milliards, Total qui va être à 248 milliards, AXA qui va être à 852 milliards, donc ça n'est pas énorme, une entreprise qui possède 23 milliards d'euros d'actifs, même si ça reste un très gros chiffre. Maintenant qu'on a vu les critères fondamentaux, on va passer sur l'analyse un petit peu plus, pas technique, mais on va dire sur les indicateurs un petit peu plus légers, comme la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années, et Capgemini a fait plus 466% sur les 10 dernières années. Autrement dit, pour 100 euros investis il y a 10 ans, donc en février 2013, tu aurais aujourd'hui en février 2023 non pas 100 euros, mais 566 euros, soit tes 100 euros investis plus les 466% de croissance. Et ça, c'est sans compter évidemment les dividendes que tu aurais reçus chaque année. Ensuite, on a donc le PER. Le PER est actuellement de 17. Le PER, c'est le ratio court-bénéfice. Ça permet de savoir si une entreprise est sous-évaluée ou surévaluée. Autrement dit, si les investisseurs sont très avides de l'entreprise ou si ils ne sont pas très intéressés par celle-ci. En l'occurrence, un PER de 17, c'est dans la moyenne. Ça n'est pas très élevé, ça n'est pas très bas. L'entreprise, je pense, est correctement évaluée aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça te permet pas de faire de gros gains, mais ça ne te permet pas non plus d'être à moins 50% dans 6 mois si jamais le contexte macroéconomique n'est pas très bon. Ensuite, sur le dividende, on a sur Capgemini 16 années consécutives de versement du dividende. Donc 16 ans, c'est très bien, c'est très long, mais comparément aux entreprises américaines, comme je te le dis à chaque fois, c'est très peu. Quand on a une entreprise américaine qui verse depuis 40, 50, 60 ans un dividende, c'est beaucoup plus rassurant qu'une petite entreprise française, petite entre guillemets, qui verse son dividende depuis 16 ans. Mais ça reste pour la France pas trop mal. Les plus longues périodes de versement qu'on a pour la France actuellement, sur mon portefeuille en tout cas, c'est 22 ou 23 ans. Et pour la plupart des entreprises, on est à 22, 23 ans. Et pour d'autres, on est aux alentours des 15 ans. Et ensuite, on a quelques entreprises qui versent depuis moins longtemps que ça. Mais donc voilà, là on est sur Capgemini 16 ans. C'est dans la moyenne de mon portefeuille, on va dire, donc c'est pas trop mal. Ensuite, les années consécutives d'augmentation, en tout cas de non-diminution du dividende, ça fait seulement 2 ans que le dividende de Capgemini n'a pas diminué. Ça, c'est un petit peu embêtant. J'aime bien quand on a une stabilité sur le dividende, c'est-à-dire qu'il est versé, admettons, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qu'il n'a pas diminué depuis à peu près la même période. Si jamais il est versé depuis 45 ans, mais qu'il n'a pas diminué depuis 3 ans, bah, c'est dommage. Par contre, s'il n'a pas diminué depuis 40 ans, et ben là, ça fait plaisir. On sait que si on est actionnaire de cette entreprise, on ne devrait pas avoir la mauvaise surprise d'une année sur l'autre de voir le dividende qui était de, je dis une bêtise, 1,40 € par action passer à 1,25 € parce que cette année les résultats ont été un peu moins bons. Et le problème entre guillemets de la France, c'est que la culture du dividende n'est pas aussi poussée et importante qu'aux États-Unis,
Parce qu'en France, on a donc une retraite, alors qui fait débat en ce moment, mais on a une retraite relativement stable et surtout gérée par l'État. Alors qu'aux États-Unis, on doit capitaliser nous-mêmes, on doit faire ce que je fais en fait, c'est-à-dire gagner de l'argent, l'investir, qui nous rapporte quelque chose, parce que sinon on va se retrouver à 60 ans et l'État va rien nous donner, et donc on est obligé de se construire notre propre retraite aux États-Unis. En tout cas, ils sont obligés de le faire. Et donc, la plupart des Américains comptent sur deux piliers, l'immobilier et la bourse pour leur retraite. Si jamais ils ont 400 euros de revenus par mois en immobilier et 900 euros en bourse, admettons, ils ont donc 1300 euros de revenus passifs. Par contre, si jamais la moitié des entreprises coupent leurs dividendes ou le diminuent et que donc les dividendes versés diminuent de 50% aux États-Unis, eh bien 50% donc de ces 900 euros de revenus que les Américains ont sur la bourse, eh bien donc 450 euros en moins vont être versés tous les mois, et donc les Américains retraités ne vont pas pouvoir vivre décemment durant leur retraite parce que les dividendes vont baisser. Donc aux États-Unis, quand on a une crise financière, quand on a une petite récession ou voilà une petite respiration de marché, l'État tout simplement va conseiller aux entreprises de continuer de verser le dividende et de ne pas le diminuer, alors qu'en France, l'État va conseiller aux entreprises de baisser, voire de couper son dividende pour garder du cash en réserve pour pouvoir se relancer plus fort par la suite. Donc on n'a pas du tout la même culture du dividende, donc c'est un petit peu normal entre guillemets qu'en France, donc Capgemini là en l'occurrence ait versé son dividende depuis 16 années sans interruption, mais ne l'ait augmenté que les 2 dernières années, et donc l'ait diminué il y a 3 ans. Donc voilà, c'est un peu la culture de la France, donc c'est normal, mais je préfère les États-Unis pour ça. Après, c'est vrai qu'on a de belles entreprises quand même en France et l'avantage fiscal du PEA, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc 16 années de versement consécutif et 2 années consécutives d'augmentation, en tout cas de non-diminution du dividende. Par contre, quand on a ça, quand on a un dividende qui a diminué il y a 3 ans, c'est intéressant de regarder sur les 10 dernières années en moyenne de combien le dividende a augmenté chaque année. Et là, on voit que sur les 10 dernières années, donc de 2013 à 2023, le dividende a augmenté en moyenne de 9% par an, même en tenant compte des années où il a diminué. Donc c'est une moyenne sur les 10 années, il a augmenté en moyenne de 9% par an. Si ça ne te paraît pas énorme, ou si ça te paraît énorme, dans tous les cas, on va comparer ça à l'augmentation des salaires. Je ne pense pas que ton salaire augmente de 9% par an. Je te le souhaite, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ça voudrait dire qu'il est pratiquement doublé sur les 10 dernières années. Et en tout cas, le SMIC n'a pas doublé sur les 10 dernières années. Donc voilà pour l'augmentation du dividende, qui est un critère très important pour moi. Tout simplement parce que le jour où je suis rentier, que j'arrête de travailler, j'aimerais bien que mes revenus continuent d'augmenter et non pas stagnent ou diminuent au fil des années. Et le rendement du dividende, qui est donc le dernier indicateur que je vais te présenter, sur Capgemini, le rendement au cours actuel de l'action est à 1,7%. 1,7% de rendement, ça peut te paraître faible, mais quand il augmente de 9% par an, eh bien, ça veut dire qu'en à peu près 7 années, il va doubler. En 7-8 ans, il va doubler. Donc, tu auras non pas un rendement de 1,7, mais 3,4, et ainsi de suite. S'il continue d'augmenter à ce rythme, eh bien, voilà, dans 20 ans, tu auras un rendement aux alentours des 7%, etc., etc. Donc, si tu comptes acheter des actions Capgemini aujourd'hui, que tu crois très fortement à l'entreprise et que tu penses les détenir pendant 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, ça peut être très intéressant sur du très long terme. Par contre, si tu veux être rentier dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et que tu veux donc compter uniquement sur le rendement du dividende au jour actuel, à l'heure actuelle, pardon, au jour d'aujourd'hui, j'ai un peu confondu les expressions, ça n'est pas la meilleure entreprise à détenir pour toucher de gros dividendes en 2023, 2024, 2025. Par contre, sur une optique long terme, c'est une action qui, je pense, va continuer d'avoir une très belle croissance donc sur le cours de l'action, un dividende qui va continuer d'augmenter et donc une rentabilité double sur la croissance du cours de l'action et sur l'augmentation du dividende. C'est pourquoi cette action m'intéresse, c'est pourquoi j'ai investi dessus. Je ne te recommande pas d'investir dessus les yeux fermés, simplement comme je te le dis, si ça correspond à ton profil, si tu es un investisseur très long terme et que tu crois dans ce secteur et en particulier dans cette entreprise, ça peut être intéressant de placer une petite partie de ton capital sur celle-ci. Voilà pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé. N'hésite pas à me faire des petites remarques en commentaire, à me dire ce que je pourrais améliorer, si ce n'est de faire du montage et donc de t'incruster
le tableau, en l'occurrence que j'ai sous les yeux en vidéo. J'aimerais bien le faire, mais j'ai essayé sur mon ordi qui est un très vieil ordinateur, c'est impossible. Ma copine va bientôt s'acheter un Mac et je pourrais donc peut-être faire du montage ou peut-être qu'elle pourra me faire du montage elle-même sur son Mac. Donc on verra si c'est possible dans quelques semaines, voire quelques mois. En attendant, je ne peux toujours pas faire de montage avec mon vieil ordinateur, je suis désolé. Si jamais tu veux tout de même cette liste, n'hésite pas à me rejoindre sur le groupe Telegram qui est en lien dans la description et je l'envoie régulièrement, je partage régulièrement cette liste mise à jour qui m'a pris des centaines d'heures à faire à la base et qui me prend quelques heures, on va dire, par mois à modifier, à remettre à jour. Donc n'hésite pas à en profiter totalement gratuitement en rejoignant le groupe Telegram et en me la demandant gentiment, je me ferai un plaisir de te la partager. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu ne l'as pas encore fait. Si tu fais partie des 60-70% de personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Florian. Prends soin de toi et de tes finances et à demain pour l'analyse de Vinci. Ciao!